Bonjour, alors correction de l'exercice 6 du TD3 sur les circuits en régime sinusoïdal permanent. Donc voilà le circuit qui était proposé. On a ici clairement deux branches qui sont en parallèle et qui sont alimentées donc par un générateur idéal de tension de FEM E de T. Et donc ici, il faut bien remarquer que puisque c'est en parallèle, eh bien, les deux branches sont soumises à la même tension E de T, donc la tension entre ici et ici, c'est E de T, idem ici. Alors dans la première question, on vous demandait de regarder les circuits équivalents à basse et à haute fréquence et d'en déduire les différentes tensions aux bornes des dipôles. Donc c'est toujours pareil. À basse fréquence, le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert et la bobine idéale à un fil. Donc j'ai remplacé ici dans le circuit condo et bobine idéale. Tout de suite, on écrit ce qu'on sait. Donc le condo est un interrupteur ouvert, donc on sait qu'aucun courant ne peut passer dans la branche, ici. Donc partout ici, I2 est égal à 0. Et ici, puisque la bobine est un fil, eh bien, on sait que la tension est forcément 0. On ne connaît pas l'intensité, mais on sait que la tension est nulle. Idem, ici, on connaît l'intensité, mais on ne connaît pas la tension. Donc du coup, on a deux informations. Ensuite, les autres informations, on va les déduire. Alors déjà, on sait qu'ici, l'intensité est nulle. Donc si l'intensité est nulle ici, elle est nulle ici, et donc la tension aux bornes de la résistance, ici, U égale RI, donc U est égal à 0. Donc on connaît cette tension-là, mais on ne connaît toujours pas la tension du condensateur. Donc ici, il suffit d'utiliser la loi des mailles. Si la tension ici est nulle, eh bien cette tension-là, finalement, doit être égale à cette tension-là. Donc il reste UC égale E. Même chose dans la branche du dessus, on sait qu'ici la tension est nulle, donc si j'applique la loi des mailles à nouveau, ici je sais que la tension totale c'est E, donc cette tension-là plus celle-là doit être égale à E, donc cette tension-là est égale à E. Voilà, donc dans les deux branches, ici la tension est égale à E et ici la tension est nulle. À haute fréquence, donc c'est l'inverse, on peut aller un peu vite. Donc la bobine interrupteur ouvert, on sait que l'intensité est nulle, donc si l'intensité est nulle, la tension aux bornes de la résistance R1 est nulle, et donc il reste ici une tension qui au départ était inconnue et qu'on déduit comme étant E. Ici la tension est nulle aux bornes du condensateur, donc directement on sait que la tension aux bornes de R2 est E. Voilà pour cette première question. Ensuite, deuxième question, on vous demandait l'intensité totale qui est émise par le générateur. Donc l'idée, c'est transformer tout ça, comme on a déjà fait dans le cours, en un seul dipôle équivalent. Donc on ne va pas le faire d'un coup, donc on va d'abord faire un dipôle équivalent ici, puisque ces deux dipôles sont en série. Idem ici, dipôle d'impédance Z de bar, donc on les calcule. Et ensuite on aura un dipôle ici, les deux étant en parallèle, et donc on fera un gros dipôle équivalent. Donc je pense que vous l'avez fait. Je vous laisse regarder la correction qui est sur le site. C'est en série, on fait la somme, voilà. On essaie de simplifier au possible. Ensuite, c'est en parallèle, donc l'inverse de l'impédance équivalente, c'est la somme des inverses. Hop, on met le même dénominateur pour essayer d'avoir quelque chose de plus simple après à utiliser. Et donc ici, je m'arrête à 1 sur Z équivalent. Alors pourquoi? C'est parce que en fait, j'anticipe ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intensité. Or, l'intensité, c'est plutôt U sur Z. Donc, c'est ce qu'on démontre ici. On a le dipôle équivalent. U égale E d'après la loi des mailles. Donc, puisque U bar, c'est Z I bar, Z équivalent fois I bar de T. Donc, ici, on peut remplacer ça par Z équivalent bar fois I bar. Et donc ensuite on fait passer Z équivalent de l'autre côté et on obtient bien I bar de T est égal à E bar de T sur Z équivalent. Et donc ici c'est comme si j'avais 1 sur Z équivalent fois E bar de T. Et donc je peux tout simplement recopier cette expression de 1 sur Z équivalent. Donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite pour déterminer amplitude et phase à l'origine, donc je transforme comme d'habitude mes deux grandeurs complexes associées. Donc petit I bar de T c'est I0 bar exponentielle j omega T. E bar de T c'est par convention E exponentielle j omega t puisque je choisis la phase à l'origine
de la tension de GBF comme étant nulle. Donc on obtient I0 bar égale grand E fois tout ça. Donc ensuite, pour avoir l'amplitude de pour avoir l'amplitude de I qu'on appelle I0, eh bien, je prends le module de tout ça, je fais le module du haut sur le module du bas. Donc voilà, ici en haut, la partie réelle c'est 1 moins LC oméga carré, et la partie imaginaire c'est ce terme-là. Donc ça fait racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Et en bas, même chose, je mets bien ensemble la partie réelle qui est là et la partie imaginaire qui est là. Donc on obtient ça. Et pour la phase à l'origine, eh bien, je fais l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Au numérateur, donc grand E a un argument qui est nul, donc il reste juste à faire argument de ça sur argument de ça. Donc ça, c'est déjà sous forme algébrique, donc je peux faire l'expression habituelle que l'argument, c'est l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, donc c'est ce qu'on a fait là. Du coup, moins l'argument du dénominateur, donc moins arc tangente de partie imaginaire ici sur la partie réelle. Pour finir, on vous demande de tracer à peu près la courbe de l'amplitude de l'intensité en fonction de la pulsation d'excitation. Donc c'est franchement pas évident parce que, eh bien, on a plusieurs pulsations caractéristiques. Il n'y en a pas qu'une, comme on a pu voir dans le cours, par exemple avec un simple circuit RLC. Donc, eh bien, on peut regarder au moins les asymptotes basse fréquence et haute fréquence et vérifier que ça correspond à ce qu'on avait dans la première question. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Basse fréquence, on suppose que la pulsation d'excitation est très petite devant toutes les pulsations caractéristiques. Voilà. Donc ça veut dire que le terme 1 est très grand devant tous les termes oméga sur les pulsations caractéristiques. Donc si je remplace dans l'amplitude complexe ici, eh bien 1 va être plus grand que ces termes-là, que ces trois termes-là. Je dis qu'il y en a trois parce qu'on a R1 c'est oméga et R2 c'est oméga. Donc 1 est le plus grand, donc il reste seul au numérateur, et je fais le même type de raisonnement. Je peux mettre R1 en facteur, et j'aurai 1 plus 3 autres termes qui sont soit proportionnels à oméga, soit oméga carré, et avec ce qu'on a dit, donc il reste que 1. Donc finalement, il reste 1 sur R1, et donc l'amplitude de l'intensité, c'est E sur R1. On fait le même travail à haute fréquence, donc là c'est le contraire, c'est tous les oméga sur les pulsations caractéristiques sont très grandes devant 1, ou même chose, les oméga carrés sur pulsations caractéristiques au carré sont très grands devant 1, mais aussi devant des pulsations sur pulsations caractéristiques. Et du coup, quand... Bon, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez vu en maths en terminale ou en première, avec les croissances comparées. Donc ici, en gros, c'est ce qui est avec la plus grande puissance qui gagne. Donc là, c'est moins LC oméga carré qui reste, et là, ça va être même chose, moins R2 LC oméga carré qui va rester. Et du coup, on obtient, quand on simplifie, E sur R2. Alors ça, ce sont les amplitudes complexes, mais vu que c'est réel, de toute façon, ce sont les amplitudes réelles également. Et donc j'ai écrit ici OK, pourquoi? Parce que, eh bien, quand on regarde nos deux circuits équivalents, eh bien, à basse fréquence, cette intensité-là est nulle, et cette intensité-là, finalement, c'est l'intensité qui coule juste dans R1. Donc, vu que UR1 c'est E, eh bien, UR égale R fois I, donc ici, I1 va être égal à E sur R1. Donc I1 égale E sur R1, I2 égale à 0. Donc finalement, l'intensité totale, par la loi des nœuds, c'est E sur R1. Et vice-versa, à haute fréquence, là, il n'y a pas d'intensité, et l'intensité ici, ça va être E sur R2. Et donc, c'est a priori bien ce qu'on obtient ici avec nos asymptotes. Alors ensuite, on peut tracer les courbes avec Scilab, donc ce que j'ai fait. On peut regarder vite fait le petit programme, c'est vraiment pas très compliqué. Donc j'ai pris des valeurs, voilà, j'ai pris des valeurs, un peu comme d'habitude. Donc j'ai pris une des pulsations caractéristiques, donc oméga 0. J'aurais pu en prendre une autre. Bon, j'ai fait un petit peu comme ça, au feeling. Alors pourquoi j'ai pris cette pulsation caractéristique? Donc c'est pour prendre une échelle qui soit relativement adaptée au problème. Donc j'ai pris des pulsations d'excitation qui allaient de 0 jusqu'à 10 fois cette pulsation caractéristique. Ici j'ai rentré donc l'expression de I0 bar, et puis ensuite j'ai tracé donc le module de I0 bar, c'est-à-dire l'amplitude de l'intensité en fonction d'oméga, et ici donc avec la formule, enfin l'expression habituelle, l'argument
de I0 bar, c'est-à-dire la phase de l'intensité, la phase à l'origine de l'intensité en fonction de la pulsation. Et donc on obtient ces deux courbes. Donc la phase c'est assez complexe. Bon, on voit que ça commence à 0 et puis ensuite ça a l'air de tendre. Donc ça fait un truc particulier, puis ça a l'air de retendre à nouveau vers 0. Bon, c'était pas ça qu'il fallait étudier. Ici, l'amplitude de l'intensité, on voit qu'elle commence à 0,2. Avec les valeurs qu'on a prises, on avait pris E égale 10 et R1 égale 50 et R2 égale 100. Donc là, on se rend bien compte qu'on a E sur R1. Et puis ensuite, donc il y a une espèce de contre-résonance, et puis ensuite, ça a l'air d'augmenter tranquillement, et puis on a l'impression que ça va atteindre une asymptote horizontale. Donc on peut regarder, on n'a qu'à aller jusqu'à 50 oméga 0. Et effectivement, on voit apparaître l'asymptote horizontale qui est comme par hasard à 0,1 ampère. Et 0,1 ampère, ça correspond bien à E sur 100, c'est-à-dire, à E sur R2, puisque E c'est 10 et R2 c'est 100. Donc ce qu'on a trouvé, littéralement, est a priori juste. Voilà pour cet exercice.